Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors pour deux vecteurs x et y qui appartiennent à R2, de même longueur, c'est-à-dire norme de x égale norme de y différente de 0, il existe une et une seule rotation u telle que u de x égale y. L'angle θ de cette rotation est appelé l'angle de y avec x. Et on le note xy avec un chapeau. Si les vecteurs sont unitaires, on a de plus cosinus θ égale le produit scalaire xy. Si x, y et z sont trois vecteurs de même longueur dans R2, alors on a x, z plus est égal à xy, l'angle xy, plus l'angle yz. Propriété bien connue des rotations planes. Le groupe des angles U contient des éléments d'ordre fini, par exemple l'angle droit delta, qui correspond à un nombre complexe I, qui appartient à U, ou encore à la matrice 0, moins 1, 1, 0. On n'a que 4 delta égale 0, donc 4 angles droits redonnent l'angle nul. Il n'est donc pas possible de définir sur U une relation d'ordre pour laquelle les relations θ supérieur à 0, θ' supérieur à 0 impliqueraient que θ' plus θ soit supérieur à 0. Et donc, il est absurde de parler d'un angle plus petit qu'un autre. Bien que, bien souvent, on parle d'angle limitant entre 0 et un tour complet, et on utilise alors en réalité un ordre partiel. Il est tout aussi absurde de considérer un angle comme une grandeur mesurable, au sens de la théorie de la mesure. Puisque on sait que pour de telles grandeurs mesurables, il y a une relation d'ordre du type donné ici l'ordre absolu. Par contre, une propriété fondamentale du groupe grand U est l'existence d'un homomorphisme continu phi qui est noté t vers E exposant it, qui est un homomorphisme du groupe additif R sur le groupe U, qui est automatiquement dérivable. Et en plus, c'est le seul homomorphisme continu tel que phi'0 égale I. Il est périodique et sa plus petite période positive est 2π. Ce qui définit d'ailleurs le nombre pi. Donc là aussi, on rejoint, normalement pi est défini par la géométrie, on peut se le donner par des développements, mais à la base c'est défini par la géométrie, mais ici on fonde la géométrie à partir du groupe, il est donc normal, il est donc bien de trouver le nombre pi à partir du groupe. Le cosinus et le sinus d'un nombre réel se définissent alors par cosinus t égale partie réelle de E exposant it, et sinus t égale partie imaginaire de E exposant it. Alors, l'angle ρ pour lequel R ρ égale E exposant I est appelé radian. Et si pour tout angle θ,
on a R de θ égale E exposant IT, on dit improprement que T est une mesure, puisque en strict ce n'est pas une mesure au sens mathématique, est une mesure en radian de l'angle θ. Notons qu'il existe une infinité de telles mesures qui ne diffèrent que par des multiples entiers de 2π. Alors on a vu que toute rotation Rθ est le produit de deux symétries orthogonales, S1 et S2 autour de deux droites D1 et D2. Alors si X1 appartient à D1 et X2 appartient à D2, ont la même longueur, et si l'angle X1, X2 égale oméga, alors on a que θ est égal à 2 fois oméga. Notons en plus que O plus 2R est le groupe des commutateurs de O de R. Alors voilà, donc on a été assez loin dans le cas n égale 2. Revenons au cas plus général. Pour toute transformation orthogonale U qui appartient à OE, il y a une décomposition de E en sous-espaces vectoriels qui sont 2 à 2 orthogonaux. On les note V, W, P1, P2, etc. jusqu'à PR. Qui sont stables par U. Ces sous-espaces sont stables dans une transformation par U, et tels que la restriction de U à V est l'identité, la restriction de U à W est la symétrie X en moins X, et chacun des PJ a un plan, un espace à 2 dimensions, et la restriction UJ de U à P est une rotation différente de l'identité et différente de X en moins X. Alors, si φJ est une... Donc, φJ, un truc grec, hein, φJ est une isométrie de P sur R2, il existe un angle θJ distinct de 0 et de delta, tel que UI est égal à tel que UJ est égal à φJ moins 1 RθJ φJ. Et θJ est déterminé au signe près, indépendamment du choix de φJ. Les valeurs propres de U sont 1, c'est la multiplicité, c'est-à-dire sa multiplicité, c'est la dimension de V, moins 1, de multiplicité, dimension de W, et les E exposant plus ou moins I θJ, ces dernières peuvent être multiples si θJ égale plus ou moins θk pour J différent de K. Alors, on a déterminant de U est égal à moins 1 exposant dimension de W. Et donc, par suite, si U appartient à O plus E, et donc si la dimension de E est impaire, alors U est nécessairement de dimension paire. Inversement, si U n'appartient pas au plus E de dimension paire, alors la dimension de W est forcément impaire. Cela implique que V ne peut pas être réduit à 0. En d'autres termes, il existe au moins un vecteur X non nul qui est invariant par U, c'est-à-dire UX égale X. C'est sûr,
avec le vecteur sur l'axe de rotation. Alors, montrons que tout sous-groupe distingué grand N de O plus 3, 1, donc on passe au cas N égale 3, tout sous-groupe distingué grand N de O plus 3, 1 est réduit soit à l'identité, soit nécessairement, sinon nécessairement égal à O plus 3, 1. Ça revient à dire que O plus 3, 1 est un groupe simple. Donc supposons qu'il existe un U différent de l'identité, donc U différent de 1E dans M, de sorte qu'il existe une droite D dont les points sont invariants par U. On le sait grâce au fait qu'il existe toujours un vecteur invariant. Et donc on sait que c'est possible. Alors la restriction de U au plan P égale D orthogonal, donc au plan orthogonal à la droite, est une rotation d'angle θ différente de 0. Sinon ce serait l'identité. Et θ est déterminé au signe près, au sens dont on vient de le dire. Alors distinguons trois cas. Alors, premier cas, cosinus θ égale moins 1, ou θ égale 2 delta. Autrement dit, U est un renversement. Mais, comme N est distingué, il contient tous les renversements, comme on l'avait vu. Et donc, il est égal à O plus 3, au plus 3E, comme le montrent les générateurs du groupe orthogonal. Petit b, cosinus θ négatif. Alors, soit E3, un vecteur de longueur 1, le long de la droite D, et un vecteur de longueur 1 dans P, et E1, un vecteur de longueur 1 dans P, et E2 qui est égal à UE1. Donc on va le faire comme ceci. On va tracer la droite D. On a le plan P qui est orthogonal. Alors on prend E3 dans D de longueur 1. On prend alors un vecteur E1 dans le plan P de longueur 1 et on prend E2 égale UE1, rotation d'angle θ, E2 égale UE1. Alors, avec, bien sûr, E1, E2, produit scalaire, égale cosinus θ, qui est inférieur à 0. Alors, considérons maintenant un vecteur x égale lambda E3 plus E1. Lambda E3 plus E1. Alors, on a dans ce cas-là que UX égale lambda E3, puisque E3 est invariant, plus E2, puisque UE1 est égal à E2. Et donc, X, U de X, est égal à lambda carré plus cosinus θ. Et alors, on peut prendre lambda égale moins cosinus θ
exposant 1,5, ce qui est toujours possible, puisque cosinus θ ici est négatif, et on obtient un vecteur tel que x u x égale 0. Donc on a alors créé ainsi un vecteur x. Ça peut même monter plus haut, on va le mettre un peu plus haut. Avec u de x. Soit alors V le renversement d'axe Rx, alors U VU moins 1 est le renversement d'axe RUX. Et comme n est distingué, on va avoir que VU VU moins 1 est égal à UVU moins 1, V moins 1. U moins 1, pardon. Qui appartient à N. Et donc, c'est le renversement d'axe orthogonal au plan Rx plus RUX, donc le plan défini par les deux droites ici. Et on est ainsi ramené au premier cas, le cas A. Petit c, le dernier cas, cosinus θ est positif, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, et on voit aisément qu'il existe un entier, n supérieur à 0, tel que cosinus nθ est inférieur à 0. Comme U exposant n appartient à n, il suffit alors d'appliquer le cas qu'on vient de voir, le cas B, à U exposant n. Ce qui clôture alors la démonstration. Voilà donc pour ce cas-là. Alors dans la prochaine vidéo, nous parlerons un peu du groupe O plus NR pour n supérieur ou égal à 4, puisqu'ici on a bien vu le cas 2 et un peu le cas 3, qui est un groupe simple. On verra le cas n supérieur ou égal à 4, et on parlera d'un autre groupe différent de ceux qu'on vient de voir jusqu'ici. On parlera du groupe des spineurs. Je vous remercie.